Bonjour, bonsoir et bienvenue à Rendez-vous à l'autopsie. Ce soir sur notre table, le fameux concept de trauma, celui qu'on entend en long et en large en travers, à toutes les sauces. À la salsa et au pesto. Bonsoir, la magnifique voix que vous venez d'écouter, puisqu'on va se représenter à chaque fois, puisqu'on estime qu'on aura potentiellement des nouveaux auditeurs à chaque épisode. Vous écoutiez la douce voix de Amy, et moi, je suis Ellie. Et ce soir, effectivement, comme elle l'a très justement dit, nous allons parler du trauma. Pourquoi du trauma ? Parce que c'est ce qui est au centre de notre pratique, ça peut toucher n'importe qui, se présenter n'importe quand, et ça va être très central dans beaucoup de choses dont on va parler. Donc on s'est dit que le premier épisode théorique, ça devait tourner autour de ça. Alors pour parler du concept de trauma, je pense qu'il faudrait prendre comme point de départ ce que c'est qu'un événement potentiellement psychotraumatique, parce que c'est très intéressant de partir déjà de ce point-là. C'est qu'un événement n'est pas traumatique intrinsèquement en soi, il est potentiellement psychotraumatique, c'est-à-dire qu'il dépend de la façon dont la personne va le vivre en fonction de son histoire, de ses ressources, de ses capacités actuelles, au sens large. C'est qu'en fait, tout événement peut être traumatique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être traumatiques pour certaines personnes et pas pour d'autres. Des événements qui peuvent sembler anodins, mais qui ne le sont pas, évidemment, peuvent être traumatogènes, tout comme des événements où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un trauma peuvent en fait, pour certaines personnes, ne pas résulter en un trauma en tant que tel. Et donc partir d'un événement, ça peut être vachement intéressant parce que souvent c'est quelque chose qui arrive et après quelque chose qui se développe. Est-ce que tu as envie peut-être de nous donner un exemple ? Alors des exemples de trauma, on en a plein en fait, finalement c'est pas toujours évident. On peut avoir un accident de la route, on peut avoir une maladie par exemple, on peut aussi avoir des accidents domestiques, des agressions sexuelles aussi. On peut avoir des violences sous toutes ces formes finalement effectivement sexuelles, physiques, en contexte familial, en contexte de travail. On peut avoir l'agression unique dans la rue, parce qu'on se fait arracher son sac à main. On peut aussi avoir des traumas qui sont peut-être un peu plus... et là on rentrera sur les types après, répétés, on a les contextes de guerre. Les abus familiaux. Voilà, ces contextes-là qui favorisent de plus en plus. On peut aussi avoir les personnes en parcours migratoire entre la raison pour laquelle souvent elles partent, le parcours en lui-même et l'arrivée et l'accueil. C'est jonché de traumas de toutes sortes et je pense qu'on peut parfois même être surpris par ce qui peut faire effraction au trauma parfois pour une personne, parce que c'est pas forcément nous dans cet entendrait-là, et justement c'est ce qui en vient à l'idée que c'est potentiellement psychotraumatique. Il ne faut surtout pas juger d'un événement et de la façon dont la personne le vit déjà. De base, on ne juge pas, mais vraiment il faut se rendre compte que la chose qui peut paraître anecdotique peut être traumatique pour quelqu'un, et ne jamais perdre ça de vue. C'est clair, ça me fait penser à une anecdote d'une prof à l'époque qui nous avait raconté qu'elle travaillait en EMDR, donc c'est un type de thérapie. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs de l'EMDR, le but c'est pas forcément de définir ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, donc elle travaillait une scène de voiture qui prend feu, je crois, après un accident quand une fille était jeune et là sa patiente était adulte. Elles avaient beau travailler, retraiter la scène de l'accident, machin, etc., mais ça bougeait pas, il y avait toujours tous les effets du trauma. Mais en fait, qu'est-ce qu'une petite enfant de 6 ans elle a avec elle, toujours ? Elle a son doudou. Et en fait, elle hurlait pour que les pompiers aillent sauver son doudou, ils l'ont pas fait. Et en fait, elles ont retraité cette scène spécifique et en fait, les symptômes psychotraumatiques se sont bien dissipés. Donc c'est pour dire que parfois la scène peut paraître traumatique, ça peut être un événement, souvent parfois c'est un truc un peu anecdotique qui va venir faire trauma de cette manière-là. Et c'est pour ça que c'est aussi important dans notre pratique d'être hyper vigilant aux petits éléments, aux petites parfois futilités, mais qui en fait sont parfois le truc qui a été marquant, parce qu'à ce moment-là, la conscience est modifiée, la perception d'événements est modifiée, tout est modifié, ça on reviendra d'ailleurs dessus après. Et donc en fait, parfois c'est un petit détail sur lequel le cerveau il va bugger, qui en fait va vraiment venir alimenter par la suite tout ce qui s'en découle du trauma, parce que le trauma c'est pas juste un joli mot, c'est vraiment une polysémie assez monstre. C'est ce qu'on va essayer de gentiment résumer aujourd'hui, on va dire. Et il y a un dernier truc aussi que j'aimerais bien ajouter, j'y ai repensé pour une autre prof, un jour qui nous a dit ça, qui a dit en fait souvent ce qui fait trauma, c'est 2 facteurs, c'est l'inhibition de l'action, donc c'est-à-dire l'incapacité à venir agir contre ce qui est en train de se passer, et le tiers sécurisant absent, donc une personne qui viendrait sécuriser sur le moment.
Et du coup, c'est souvent ça qui peut être lié, c'est que si sur le moment on a une possibilité d'agir ou qu'il y a quelqu'un qui vient nous réguler, nous rassurer, nous conforter directement après, on se rend compte aussi, et c'est pour ça qu'il y a des cellules de prise en charge, donc c'est les CUM, il me semble, centre d'urgence médico-psychologique. En fait, si on a une prise en charge rapide du trauma, on peut parfois déceler les personnes qui pourraient avoir plus de symptômes que d'autres, qui pourraient être évocateurs. Mais ça, tout ça, on y reviendra un peu après, parce qu'on a essayé de faire une ligne directrice cette fois. Voilà. D'ailleurs, on va essayer de définir un peu finalement ce que c'est l'événement traumatique ou traumatogène, puisque ce n'est qu'un potentiel, c'est une confrontation brutale et directe à une scène horrifiante objective. Avec des gros guillemets sur objectif, puisqu'il est surtout question de subjectivité. Donc gardons ça à l'esprit, c'est pas forcément vraiment le fait de mourir pour la personne, c'est vraiment quelque chose qui est horrifiant pour elle, qui dépasse ses capacités finalement de faire face, et comme tout le monde, on a tous nos limites. C'est bien normal et c'est aussi pour ça qu'on a étudié d'autres choses autour de ce concept qu'on va aborder. On a différents types qu'on va définir et aussi ce fameux tiers sécurisant que Ellie évoquait, qui est ce qu'on fait en fait un facteur protecteur. Ça s'appelle le soutien social perçu aussi dans d'autres formes. Donc parfois il y a des personnes aussi qui ont des traumatismes qu'on appelle, on va dire, de type 1, qui est un événement unique. C'est notre vie, elle est à peu près tranquille et on fait un accident de la route. Voilà, c'est un peu ça le cliché. Même si l'événement est traumatique en soi et qu'il laissera des traces, c'est toujours plus facile de vivre un événement traumatique, un accident de la route, quand à la fin de l'accident, on a des pompiers bienveillants, un SAMU super agréable et des proches qui viennent tout de suite à notre rencontre parce qu'ils ont appris la nouvelle, que d'avoir cet accident, de se retrouver seul, d'être parfois malheureusement dans les moments où il y a des professionnels qui sont débordés, fatigués et qui n'ont pas le temps d'être aussi dans le lien parce qu'ils font comme ils peuvent, et de se retrouver tout seul à être dans les couloirs de l'hôpital à attendre finalement que quelqu'un vienne s'occuper de soi. Donc dans cet événement-là qui est un type 2, on se rend compte aussi que l'événement traumatique, il peut être plus ou moins long, c'est un instant T, mais il y a tous ces petits points d'après que nous on appelle des fois des points de perturbation, surtout sur l'étude de MDR, qui sont hyper importants. C'est ça, donc vous l'aurez compris, c'est un peu ce qu'on résume, c'est que le trauma de type 1, donc ça c'est un peu le côté un peu nosographique. Le trauma de type 1, c'est un événement assez soudain comme ça. Le trauma de type 2, ça va être quelque chose qui va être qui va être répété sur le long terme. Ça peut être, alors par exemple, l'exemple typique, ça peut être tout ce qui est au niveau des violences familiales. Alors violence avec des gros guillemets de nouveau. Oui, c'est du trauma de type 2, ce qu'on associerait plus classiquement à ça, c'est-à-dire des violences physiques, des violences sexuelles en enfance répétées, etc. Mais ça peut aussi être des remarques à répétition. Ça peut être des situations à répétition. Donc, ça, certes, ça peut avoir l'air très brutal, mais parfois ça peut sembler pas doux, mais très insidieux comme ça. C'est tout le temps une même remarque, ou tout le temps un même comportement, ou une incongruence constante de la réponse des parents, par exemple. Ton parent, un jour, il est hyper affectionné, le jour d'après, hyper négligent, des choses comme ça. Et en fait, typiquement, sur le cerveau d'un enfant, ça permet pas de se construire quelque chose de sain. C'est pour ça qu'on remarque que le trauma, c'est un phénomène qui est souvent très présent, surtout le trauma type 2, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, mais j'ai eu une enfance aimante, des parents aimants. » Oui, et ça veut pas dire que les parents sont en tort, les parents, la plupart du temps, font de leur mieux, mais le fait est qu'un parent avec un comportement incongruent, ou un parent qui a été malade, ou des choses comme ça, en fait, parfois, ça peut justement créer au moins des manifestations, certaines formes de trauma, en fait, qu'on voit à l'âge adulte chez des gens qui ont pu avoir d'apparence une vie normale, une vie... Après, par-dessus, on a le trauma de type 3. J'ai envie de dire plein de choses. Est-ce que toi, tu as une idée pour illustrer? Parce que j'ai pas envie que ce soit trop rébarbatif en termes de théorie. C'est vrai, parce que c'est un épisode qui est très théorique. Le trauma de type 3, ça peut être aussi ce qu'on peut appeler du trauma vicariant. C'est un joli mot pour dire un peu un trauma par procuration quelque part. Typiquement, vous êtes soignant et vous assistez à quelqu'un qui est en train de mourir pour la première fois, par exemple. Donc c'est un peu... Techniquement, c'est pas vous qui êtes en train de vivre le trauma en tant que tel, mais par contre, il y a quelque chose qui va venir, venir se passer. Ça peut être, par exemple, des contextes de violence politique, ou pareil, ou de la dictature, des choses comme ça. Et après, par-dessus, on a le type 4, donc c'est le trauma de type 3, mais répété. Ou alors, un trauma qui peut encore être actuel dans la vie de la personne. Oui. Donc là aussi, on peut citer... des personnes qui sont en situation de guerre, on peut citer aussi, je parlais des personnes dans les parcours migratoires,
On s'imagine souvent qu'arriver en France, par exemple, et avoir les papiers, c'est fini. En fait, déjà, avoir parfois les papiers, ça prend du temps. Et même une fois qu'ils ont les papiers, c'est loin d'être fini. Donc, en fait, c'est toujours en cours. Puis pouf, t'as l'OQTF qui te tombe dessus. Voilà. Et ça peut être aussi d'autres exemples. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà reçu quelqu'un qui, malheureusement, avait subi des violences sexuelles. Et en fait, des personnes qui avaient été condamnées en fait pour les mêmes faits à cause d'une autre plainte étaient sorties de prison. Donc en fait finalement, même si le trauma en soi est fini, parce que les violences sont finies, savoir que le danger est toujours en fait dehors et que les personnes sont en liberté, ça donne un trauma en cours. C'est les personnes qui ont des procédures judiciaires en cours. Ça peut être tellement de situations. Qui vivent encore avec leurs agresseurs. C'est ça. Moi, j'avais une fois une personne qui était venue parce qu'elle s'était fait agresser en bas de son immeuble suite à un malentendu. Je ne donnerai pas les détails pour la confidentialité. Et je me souviens toujours, cette personne, elle me dit « Mais comment je vais faire pour être plus stressée chez moi ?» C'est un petit peu quand même compliqué parce qu'en fait, la personne qui t'a agressé, elle habite toujours dans le même immeuble. Donc, moi, je ne peux pas faire croire à ton cerveau que tu es en sécurité. Je peux dire à ton cerveau il peut se sécuriser dans son appartement, mais c'est un peu à l'heure quand même, je veux dire, à un moment donné. Donc, le trauma en cours, surtout dans le cadre des procédures, les gens sont assez surpris, même d'un point de vue judiciaire. On constate que la personne, oui, si elle a fait des séances de thérapie, elle est censée aller mieux et tout va bien. Non, ça marche pas comme ça. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Comment ça se structure? Ce qu'on appelle aussi le TSPT, le trouble de stress post-traumatique. Ça pourrait être un fourche-langue, c'est pas ça. Comment t'appelles ça en français? Les tongue twisters, genre les... Je ne sais plus. Allons à la suite. Les pauvres, ils vont nous perdre. Genre saucissette, là. Oui, je vois. Bref. Ce que je disais, oui. Donc, la structuration des troubles de stress post-traumatique. Alors, on a l'événement traumatique qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Après, souvent, on a ce qu'on appelle une phase de latence. Donc, c'est un peu une phase vide, comme ça, où s'il y a de la dormance, il se passe quelque chose, et puis d'un coup, il y a un facteur déclenchant, et pouf, le trouble de stress post-traumatique. Ça dépend en général, les durées peuvent être tout à fait variables, mais en général, il y a quelques signes aussi qui peuvent être évocateurs de si la personne va développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique, et le grand élément qui est identificateur de ça, c'est ce qu'on appelle, attention, joli mot, je pense qu'au Scrabble, ça te fait pas mal de points, c'est l'élément, le symptôme pathognomonique de l'ESPT, donc un symptôme qui est caractéristique de ça et que de ça, qui est toujours présent, c'est ce qu'on appelle la dissociation pair-traumatique. Donc pair, parce qu'à travers, c'est quelque chose qui va venir un peu enrober, vous entendrez sûrement aussi dissociation péritraumatique, mais pair, on va dire que c'est le préfixe latin le plus correct. C'est, en fait, pendant l'événement, dans l'immédiateté de l'événement, le temps il peut être vécu comme au ralenti, l'espace il est rétréci à la scène, la personne qui vit le trauma, elle se sent étrangère à l'événement, le temps, l'espace se modifie. Les quelques dernières secondes pré-trauma, on a l'impression que ça dure plusieurs minutes, souvent les gens ils viennent nous dire « ouais, j'avais l'impression que ça faisait plusieurs heures ou quoi », et en fait ça faisait quelques secondes. C'est une phase qui est assez aiguë, qui est vraiment ce petit moment d'effroi. Et il y a vraiment cette sensation un peu d'incohérence, de séparation de choses qui sont normalement actées. Par exemple, les émotions, les pensées, etc. Comme si ça fonctionnait un peu indépendamment. Ça peut aller parfois jusqu'au blackout. Parfois, on voit les amnésies traumatiques. C'est des personnes qui ont vécu des traumas qui ne s'en rappellent pas. Et puis un jour, il y a un truc et pouf, il y a ce qu'on appelle une levée d'amnésie traumatique. Donc cette dissociation peut vraiment être un facteur. Après, il y a aussi d'autres facteurs de risque, on va dire, pour l'évolution vers ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Ça peut être l'intensité, la durée de la dissociation, donc on va dire plus elle est intense, plus elle est longue, plus ça va être prédicteur. Donc dans les CUMP dont on parlait avant, les spécialistes vont être formés à repérer les premiers signes de dissociation post-traumatique pour se dire « Ok, lui il a dissocié, lui il a dissocié, lui il a dissocié », c'est eux qu'il va falloir qu'on prenne en charge. D'ailleurs, ils ont récemment fait une étude, je n'ai plus en mémoire les données exactes, mais suivant le nombre de battements par minute, tant de temps après l'événement traumatique, on peut donner un pourcentage de chances de développer un TSPT. Donc, et plus précisément, un état de stress aigu, voilà, ESA, comme on aime bien dire joliment. Donc,
Alors on appelle ça techniquement la tachycardie inaugurale persistante. Elle disait la tachycardie inaugurale persistante. Avec le petit accent comme ça. Et l'intensité de l'hyperactivité neurovégétative, donc c'est-à-dire tout ce qui est aussi hypertension artérielle, tachycardie, c'est ce qu'on a dit. D'où l'intérêt parfois justement de l'utilisation du propranolol, notamment dans la méthode Brunet. Référez-vous à un épisode qu'on sortira plus tard. Donc voilà, il y a quand même quelques manières de voir ça. Mais ce qui est intéressant, peut-être que c'est pas forcément le bon mot pour nous qui bossons là-dedans. On va dire que c'est intéressant parce que justement avec les gens qu'on côtoie, les patients qu'on côtoie, on voit des manifestations tellement différentes. Il y a pas un trauma qui est pareil, il y a pas même une manifestation qui est pareille. Mais justement, il y a tellement de manières dont ce trauma peut colorer par la suite des réactions, des événements, des contextes de vie. C'est assez fou, on va dire, au niveau de la richesse que ça peut créer. En post-production, je rajoute que c'est pour souligner la singularité de chaque individu. Pas dans le sens wow, curiosité, pas forcément bien placée, évidemment. Dans le profil, dans la vie de la personne, et souvent pour beaucoup de gens, c'est des choses aussi qui malheureusement sont normalisées. Telle personne, oh bah non, mais elle veut juste être sympathique. Bah en fait, elle a l'impression que si la personne envoie un micro-signal de déception, bah en fait, elle a tout gâché. Ça, par exemple, ça peut être une réaction traumatique. A few moments later. A few moments later. Le moment de bug. Pardon, je sirote mon cocktail, je réfléchis. On ne peut pas dire ça, ce serait une forme de promotion. Pourquoi ? De consommation de l'alcool, alors que c'est dangereux pour la santé, on le rappelle aux auditeurs. Merci. Non, je vous encourage pas à consommer de cocktail, ça, j'ai même pas dit qu'il était alcoolisé. Au-delà du rythme cardiaque, etc., et de la dissociation. D'ailleurs, on vous fera un petit épisode dédié à la dissociation parce que ce soit la perte traumatique ou la dissociation en général, c'est un phénomène qui est très riche, très intéressant, un terme d'une polysémie fantastique, un peu comme le trauma. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de revenir dessus, surtout sur des épisodes théoriques, puisque dans des épisodes qui vont être moins théoriques, on parlera justement de certains phénomènes et vous pourrez vous référer à ces épisodes-là pour mieux comprendre ce qu'on raconte. Ce à quoi je pensais, c'était les réactions un peu dans l'immédiateté du trauma aussi, au-delà du rythme cardiaque, etc. Juste après un trauma, on voit des manifestations hyper hétérogènes en fait chez les personnes. Il y a des personnes qui vont rester hyper calmes, hyper impassibles comme ça. Et parfois, justement, quand on est sur ces scènes-là, quand on est juste dans l'immédiat de trauma, par exemple, si on doit faire du débriefing ou quoi, on va être tout autant à l'affût des gens qui vont réagir très vite et très fort et très hyperactifs, et les gens qui vont être très calmes. Trop calmes. Par exemple, on voit des personnes qui peuvent avoir peut-être des crises un peu comme des épisodes maniaques ou des psychoses réactionnelles, bref, comme on les appelle, des bouffées confusions délirantes et aiguës. J'adore sortir des termes hyper fancy, mais tout ça pour dire que on voit effectivement soit des personnes qui vont être trop calmes, des personnes qui vont être trop agitées, des conduites automatiques. Parfois, il y a des gens qui vont se lever, faire des mouvements, on va se dire « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» En fait, leur cerveau, il est en mode autopilote parce qu'il n'est pas en train de pouvoir processer ce qui est en train de se passer, quoi. Un exemple qu'on m'avait donné, que je trouve intéressant, c'était lors d'un braquage, en fait, c'est un monsieur qui a continué à ranger son rayon. On a aussi parfois des personnes qui d'un coup se mettent à cuisiner comme d'habitude, par exemple des patates, parce que c'est leur repas habituel. C'est vraiment des choses, c'est des conduites automatiques. Elles peuvent être aussi très subtiles parce qu'on voit bien que ce monsieur, en plein braquage, faut pas continuer à ranger son rayon. Et dans les situations quotidiennes, ça peut paraître comme quelqu'un qui fait avec, et en fait, non, pas du tout. En fait, on sent l'aspect un peu incongruent de la chose, et même dans les réactions de calme, comme on dit, c'est les gens trop calmes. Souvent, c'est un petit peu comme ça que j'illustre quand on me pose la question de comment je remarque quand c'est trop calme. C'est les personnes qui sont très calmes ou qui, même dans l'après-coup, quand elles vous racontent le récit traumatique, vous avez l'impression qu'elles vous racontent comment on meuble un meuble Ikea avec la planche A, on met dans la planche B, on rajoute la vis A. C'est des choses qui peuvent paraître assez subtiles. Faut en avoir l'habitude, et souvent c'est aussi un peu un ressenti parfois qui nous fait dire il y a quelque chose qui colle pas. Enfin, vraiment. Et c'est souvent ces trucs-là, les gens qui disent mais comment tu sais que cette personne elle a un trauma, ou etc. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'on a aussi ce côté où on vient plus trop réfléchir aux théories, qu'on se retrouve aux phases du machin, on se dit en fait on sait, on le sent, on le voit, c'est comme ça. Et il y a une personne que je connais là qui a commencé à s'enseigner sur le trauma, très bien d'ailleurs, et qui maintenant dès qu'on discute me dit mais cette personne j'ai vu, je me suis dit elle est traumatisée, elle est polytraumatisée. En fait, quand on commence à voir le trauma, on se rend compte qu'il est partout. Alors ça veut pas dire que toutes ces personnes-là ont besoin tout de suite d'aller foncer en thérapie, pas du tout.
parce qu'il y a des manifestations, voilà. Mais quand on prend aussi conscience du processus de thérapie, souvent c'est la métaphore que Amy utilise beaucoup, c'est l'arbre qui cache la forêt. Souvent des personnes viennent voir, typiquement après une longue phase de latence, c'est comme si les personnes se rapprochaient d'un événement qui allait faire écho à quelque chose qu'ils avaient vécu, où ils pensaient qu'il s'était passé autre, et pouf, ça déclenche. Et souvent on voit des gens qui d'un coup sont tombés en burn-out. On se dit, ok. Et en fait, il y a un truc, il y a un événement, un truc déclencheur. Peut-être qu'ils ne se souviennent pas du trauma originel et que ça a été réactivé, mais il y a plein de manifestations comme ça. Et donc souvent, les gens qui viennent ont un motif qui va être très simple ou très structuré. En fait, on va se rendre compte que tout ce qu'il y a derrière est très gros. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui viennent te voir et te disent « Ouais, j'ai un trauma, ce truc-là, j'ai envie de le retraiter. » Par exemple, typiquement ce que tu disais avant, un accident de la route ou quoi. Tu vois le trauma et puis c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça que c'est très rare, parce qu'aussi avec les conceptions, j'ai l'impression des anciennes générations, en fait, des choses qui auraient pu faire trauma, pour eux c'était classique. Frapper un enfant, c'est normal. Frapper un enfant, ça entrave la synaptogénèse, donc en fait, un enfant qui est frappé à répétition, il y a des connexions nerveuses dans son cerveau qui ne se feront pas et qui ne se feront jamais. Donc ça a été normalisé, donc pour beaucoup de personnes, même encore de nos jours, c'est quelque chose où on se dit bon, c'est peut-être pas agréable, mais c'est traumatique. C'est comme les personnes qui parfois ont tendance à se comparer. C'était des fois plus simple de dire qu'il y a pire ou qu'il y a mieux ailleurs. Mais aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que être témoin de violences conjugales, c'est le même effet que s'en prendre sur la tête. Clairement, c'est au niveau neuronal. Alors après, je dis pas que la manifestation du trauma est exactement la même. On voit bien toutes les pluralités déjà personnelles, mais en plus, on voit les différentes formes in fine. Mais il y a quand même un impact qui est similaire. Donc c'est terrible de se dire ça aussi finalement. Mais du coup, ça me fait penser à un truc qui est un peu important mais qu'on n'a pas encore abordé, c'est les expériences adverses de l'enfance, les fameuses ACEs. Je vais sortir mon meilleur franglais, j'adore. Les Adverse Childhood Experiences. C'est une liste de plein d'expériences de l'enfance en fait, qui ont été mises en avant comme faisant trauma, donc des expériences qui sont adverses dans l'enfance, on est d'accord, et qui en fait permettent à terme de faire un score, donc un petit questionnaire, et plus vous avez vécu d'expériences adverses de l'enfance, plus vous avez certains risques. Alors je veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas les statistiques comme ça mémorisées, mais par exemple avoir vécu peut-être 4 expériences adverses de l'enfance, ça augmente vos risques de 200% d'obésité par exemple, ou de 100% de tabagisme. Alors j'ai plus non plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est des choses comme ça, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et dans ces trucs-là, justement, il y a le divorce, la maladie d'un parent. Il y a forcément des choses qui peuvent être plus, on va dire, plus classiquement associées au trauma, parce que ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a des visions qui étaient très cloisonnées à l'époque sur ce qu'était le trauma. Et maintenant, on comprend qu'en fait, c'est un phénomène qui est hyper vaste. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les expériences adverses de l'enfance, c'est être exposé à des personnes qui sont consommatrices d'alcool, un parent qui est parti en prison parce qu'il y a une rupture de lien. Ça peut être aussi être exposé à de la précarité quand même constante, génératrice de stress dans le foyer en général, parce que c'est aussi des situations qui font que, je me dis des fois factuellement, comme on disait avant, les parents font de leur mieux. Je veux dire, des fois quand il y a de la précarité et que le parent il enchaîne 2 travails, oui, à la fin, il peut pas être toujours aussi psychiquement disponible qu'il aimerait pour écouter son enfant. Malheureusement, même si l'enfant comprend sans comprendre et l'adulte comprend, des fois, ça crée des négligences au niveau émotionnel. Et ça, après, à l'âge adulte, ça peut créer des difficultés. Les personnes font avec les cartes en main qu'on leur a données. J'essaye de défaire mes anglicismes. Disons que moi, j'aime la métaphore de la boîte à outils. Je dis, comment vous voulez aujourd'hui gérer votre vie, alors quand vous ouvrez votre boîte à outils, elle est vide, ou quasi vide. Et souvent, ils sont là en mode « Ah oui, mais mince, comment ça se fait que ma boîte à outils est moitié vide ?» C'est parce que la boîte à outils de vos parents était probablement pas très remplie. Et on vous a pas trop légué la dernière perceuse Bosch, quoi. Voilà, donc le but, c'est que moi je leur dis, c'est qu'on mette des trucs dans leur boîte à outils pour eux-mêmes, et puis s'ils veulent devenir parents à leur tour, c'est plutôt chouette d'avoir plus de choses dans leur boîte à outils. Donc ça aussi, c'est une petite métaphore très mignonne. Morale de l'histoire, ayez toujours un tournevis sur vous. Ce qui veut dire, vous avez toujours des ressources. Il y a toujours le truc le plus inestimé du monde quand on a l'impression qu'on va toucher le fond, qu'il n'y a plus rien qui nous raccroche. Il y a toujours un truc. Ça peut être des choses toutes bêtes comme un rayon de soleil. Ça peut être l'odeur du café. L'odeur du café. Ça peut être la douche chaude. Ça peut être un câlin d'un chat. Ça peut être la personne sur qui le chat se couche alors qu'il se couche sur personne d'autre. Je dis ça d'expérience.
Disons que ce qu'on soulève là, même si on dérive un peu du trauma, parce que c'est toujours un peu notre problème, et en même temps, tout va ensemble, c'est de se rendre compte que lorsqu'on parle de trauma et qu'on vous parle de tous ces effets, on peut se dire, mon Dieu, c'est terrible, comment on s'en sort, ou bien en mode, il faut une thérapie, et tout se fait dans la thérapie par le thérapeute, mais en fait, même dans les histoires de vie parfois les plus terribles, on a toujours des petites ressources. Et je dis souvent aux gens, c'est que moi, je crée pas de ressources. Je vais chercher ce qui était existant et parfois foncièrement très enfoui. Et parfois, on a grandi, on renforce, mais ces ressources-là, elles existent. Et c'est d'ailleurs un indicateur hyper important déjà pour l'espoir. Il faut aussi croire en ça, sinon on change de métier. Believe, croire en nos rêves. C'est ça. Et franchement, si vous nous écoutez ce podcast, c'est peut-être pas non plus par hasard. Moi, c'est un gros point que je mets en avant et qui peut aussi être une petite parenthèse, c'est que dans un travail thérapeutique autour du trauma, il y a une première phase de travail qui se fait autour des ressources qu'on intègre dans une grande phase qui s'appelle la stabilisation avec des outils de régulation émotionnelle. Bref, plein de jolis mots. Mais en fait, si vous arrivez, vous faites votre discours et la séance d'après, vous avez tout de suite dedans, ça n'a pas de sens. Ben, pour moi, non, ça n'a pas de sens. Et le risque, c'est la retraumatisation. Et donc, on retombe sur notre concept, finalement. Et ça, on en voit tellement. Des gens qui arrivent et qui nous disent « Ouais, j'ai vécu ça, il s'est passé ça avec tel thérapeute. » Typiquement, l'exemple classique, c'est les patients qui ont déjà fait de l'EMDR, puis qui viennent et qui disent « Ouais, j'ai commencé ça. » Puis tu leur parles d'outils de stabilisation, ils savent pas ce que c'est. Et ils ont commencé dans le dur. C'est pas à la première, c'est pas à la deuxième, c'est pas à la troisième séance que tu tapes sur le plus gros du trauma. En fait, c'est toute une phase. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit avant, c'est que souvent, c'est les patients qui ont l'air les plus démunis qui sont plus de ressources. En fait, les personnes qui ont vécu des traumatismes, c'est souvent des personnes avec les plus des ressources. Le bruit de la machine à laver. Souvent, les personnes qui ont vécu, qui ont été confrontées à des traumas, c'est les personnes avec les plus de ressources. Souvent, c'est les personnes qui les voient le moins, et c'est très bien ce qu'a dit Amy avant, c'est qu'en fait, l'idée, c'est pas souvent de créer de nouvelles ressources, c'est en fait d'aller les chercher et surtout d'apprendre aux personnes à les remarquer chez elles. En fait. Donc, dans ces traumas-là, il y a toujours une espèce de conjoncture parallèle de ressources qui est toujours assez formidable. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'aime bien toujours avoir à l'esprit et que je soulève souvent. Soyons sérieux. Les gens vont vraiment penser des choses bizarres. Une chose que je dis souvent aux personnes quand elles arrivent et qu'elles me disent qu'elles ont... En gros, elles me disent qu'elles n'ont pas de ressources, peut-être pas comme ça, mais elles me disent « mais j'ai pas de ressources » et tout. Et la première chose que je leur dis, c'est bah, au lieu d'être 34 planches, j'ai devant moi. Donc je suis pas d'accord en fait. Et ça, faut jamais le perdre de vue en fait. Voilà, en fait, si t'es là, c'est que t'as des ressources en fait. C'est con, hein, mais pour vivre et survivre, bah, en fait, il faut être plein de ressources. Je pense que ça pourrait être une bonne forme de conclusion. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait ajouter? Non, je pense que c'est une bonne forme de conclusion parce que de toute façon, on aurait tellement de choses à dire. On va essayer de découper, même si c'est de manière imparfaite, les sujets. Et je pense que parler de trauma et de finir à parler de ressources, je crois que symboliquement, c'est une très bonne chose. Symboliquement, c'est très très joli. Alors on vous dit à tout bientôt.